bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Gallimard Jeunesse célèbre ses 50 ans et crée à cette occasion un prix des collégiens. Les enseignants sont invités à inscrire leur classe avant le 15 juillet et parmi les romans finalistes, River de Claire Castillon, elle est l'invitée du grand oral. L'anti-sèche d'Emma Guessel ou comment l'actualité résonne dans les programmes. Actualité qui est un anniversaire, celui de la mort de Marie Curie. Les programmes évidemment ceux de sciences, mais aussi, vous allez le voir, ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Séquence gros mots et petit clin d'œil à un autre titre de notre invité qui s'appelait Cucu. Et puis enfin, nous retrouverons Marie-Olivier pour son cours particulier. Elle nous fera faire le tour d'un certain nombre d'initiatives contre le harcèlement scolaire. Et vous verrez, ce n'est pas non plus sans lien avec l'œuvre de notre invité. Alors on la rencontre tout de suite, la quotidienne de School TV. C'est parti, grand oral. On connaissait le Goncourt des lycéens, voici le prix des collégiens. 400 classes vont participer, avis aux enseignants, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet, mais contrairement à son aîné, ce prix ne concerne que des livres de Gallimard Jeunesse, puisqu'il a été créé pour célébrer les 50 ans de la maison. Et comme c'est une des plus formidables maisons de l'édition jeunesse, le livre gagnant sera forcément lui aussi formidable, et ce pourrait être River de Claire Castillon, qui fait partie des nominés, un roman saisissant qui tient à la fois du meilleur de la littérature intimiste et du meilleur du thriller psychologique. Claire Castillon, bonjour. Bonjour. Thriller, j'ai évité, parce que bon, entre vous et Stephen King, il y a quand même une marge, mais en même temps, il y a des rebondissements, on a peur, on peut mourir à la fin. Enfin, en fait, c'est aussi un thriller psychologique. Je pense qu'il n'y a pas d'enquête, mais qu'il y a une tension. Oui, en effet, il y a un enfermement, une peur et peut-être une volonté de s'en sortir. On va laisser... On va laisser les points d'interrogation pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu. Ouais. Alors la facilité pour parler de River, ce serait de dire que c'est un livre qui parle de harcèlement et de raquettes. Mais en fait, quand vous écrivez, si j'ai bien compris, vous ne procédez pas du tout comme ça. Vous partez d'un personnage qui vous habite et vous lui donnez vie, c'est ça ? Oui, j'ai vraiment pas utilisé le thème du harcèlement. Je suis partie de River. Je suis partie de personne d'ailleurs. Je suis partie d'une fille qui vraisemblablement avait 14-15 ans. Qui n'était pas très bien dans ses baskets, qui a un rapport au monde un peu étrange, qui ne sait pas s'adresser aux gens de façon tout à fait logique et normale, qui a ce petit degré d'écart par rapport aux autres, en fait, qui fait que tout de suite, elle est jugée différente, alors que moi, je me dis toujours, 10 ans plus tard, ça ira mieux. Quand on aura le droit de se démarquer, mais dans une cour d'école, oui, elle est bizarre, elle parle trop près du visage, elle se rend pas compte qu'elle rit trop fort, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. Elle garde son vélo au milieu du salon des amis des parents, elle fait un tas de trucs étranges quand même. Oui, c'est ça, elle a pas cette espèce de censure presque naturelle qu'ont en général les enfants, les adolescents. Et c'est parti d'elle en fait, et c'est parti d'elle et de ce bruit qu'elle fait et qu'on n'entend pas ou qu'on entend trop, mais qu'on repousse sans cesse. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est d'être River, entourée d'une famille qui l'aide, parce qu'on voit bien que sa mère l'emmène chez toutes sortes de thérapeutes. Oui, de mémoire, 7 rendez-vous par semaine. Oui, à peu près. On va la dresser complètement, on va en faire une espèce de truc qui tient debout. Et on s'occupe d'elle pas forcément comme il faut. Et il y a cette espèce de peur qui s'installe, mais avec laquelle elle collabore avec les gens de l'école qui sont de plus en plus méchants. Enfin, un certain groupe qui va s'organiser autour d'elle et qui va lui faire mal. Voilà. Et River, elle croit que les gens sont gentils. Enfin, elle a cette part de l'enfance en elle, ouais. En tout cas au début, qui est qu'elle leur cherche des excuses en permanence quand même. Elle cherche des excuses ou alors elle ou des raisons, à défaut d'excuses. Mais... Oui, ou elle pose un filtre entre elle et le monde. C'est-à-dire que même quand les garçons lui font les pires des choses, elle se dit oui, mais c'est à moi qu'ils le font, donc c'est quand même que je fais partie de leur bande. Elle a toujours une espèce de façon de se dire, et si les autres me voyaient, ils verraient que je suis dans ce groupe-là et que donc je ne suis pas personne. Donc elle pardonne, elle excuse, elle réinvente en fait tout le temps, mais parce qu'elle a une poésie très forte en fait. Ouais. Alors, elle invente énormément de choses, mais ça on le découvre seulement, c'est le côté thriller, on le découvre seulement au fil des pages. Pourquoi River, un prénom étrange ? J'ai aucune idée. C'est-à-dire que ça vous est venu comme ça ? Je me suis dit, quand je baptise les personnages, elle ne s'est pas appelée Chloé, Léa. Tout à coup, j'ai pensé River, je me suis dit, mais c'est un beau nom. Et à la fin, il y a une histoire dans une rivière, et là encore, j'ai pas réfléchi. C'est très bizarre parce que ça se termine avec une rivière, et puis en fait, je l'ai pas fait exprès. Donc là, c'est vraiment le produit de l'imaginaire et de l'inconscient au travail. Oui, c'est l'inconscient.
Dans le cas de River, comment s'est fait ce chemin qui mène au harcèlement quand même? Est-ce que parce que des personnages hypersensibles ou des personnages différents, River n'est pas le premier que vous inventez, il y en a beaucoup d'autres dans votre œuvre. Vous pensez que ça amène forcément finalement à avoir des ennuis, d'être trop sensible à ce qui nous entoure? Il faut savoir être caméléon, mais très bien. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai eu une enfance et une scolarité où j'étais un caméléon, je pense, parfait. C'est-à-dire que j'avais envie d'être seule, mais j'avais une façon de le faire qui fait que j'étais pas rejetée. J'ai toujours travaillé comme ça intérieurement en me disant il faut être invisible. River, ce qu'elle a de bizarre, c'est que ça explose en fait, ça dénote. C'est-à-dire que là où vous le planquiez, elle l'affiche. Oui, moi je me débrouillais avec ça en restant intransigeante avec ça. Enfin, je cherchais, je sais pas comment dire, je cherchais en effet à ce que ce soit le plus invisible possible, ma présence. On va en parler, si vous le voulez bien, après l'anti-sèche. C'est le truc qu'on planque sous la table généralement, mais nous on a Emma, elle la planque pas du tout sous la table. On retrouve dans quelques instants Claire Castillon. Pour l'instant, l'anti-sèche et Marie Curie. Emma, bonjour. Bonjour. Et Marie Curie, le 4 juillet, c'est l'anniversaire de son décès. Marie Curie, faut-il le rappeler, qui a révolutionné la médecine. Absolument, et décédée jeune d'ailleurs, à l'âge de 66 ans, parce que trop exposée aux éléments radioactifs qu'elle a étudiés toute sa vie. Alors Marie Curie, on le rappelle, c'est une physicienne et une chimiste, née en 1867 à Varsovie, en Pologne, mais elle a vécu la majeure partie de sa vie en France. Elle est bien sûr mondialement connue pour avoir reçu 2 prix Nobel, du jamais vu. Elle cumule les distinctions. C'est la seule personne encore aujourd'hui à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 domaines scientifiques différents, à savoir le prix Nobel de physique en 1903 pour ses travaux sur la radiation et le prix Nobel de chimie cette fois-ci en 1911 pour ses travaux sur le radium. Seule personne et seule femme. Mais oui, c'est la première femme. Qui déjà sont rares dans les prix Nobel. Exactement, mais... donc c'est la première femme à recevoir un prix Nobel. Et ben ça, on l'étudie en cours d'histoire dès la 4e. Il y a un cours qui s'appelle la place des femmes dans la société, un cours intéressant parce que la place des femmes, c'est pas du tout encore gagné à cette époque. Et le cas de Marie Curie est très intéressant. Déjà, elle aurait pu ne pas l'avoir, son Nobel, si je me souviens bien. Exactement, elle aurait pu ne pas l'avoir parce que, en fait, elle travaillait avec Pierre Curie, son mari, et un autre scientifique, Henri Becquerel. Et quand leurs travaux ont été présentés, son nom, exactement, il n'y figurait pas. Et c'est Pierre Curie qui a vraiment insisté pour que son nom soit ajouté. C'est comme ça que tous les 3, ils ont eu le prix Nobel. Et puis, c'était aussi la première femme élue à l'Académie des sciences. Exactement. De médecine, de médecine en 1922. Ouais, et voilà, quand on regarde encore les titulaires aujourd'hui, il y a très peu de femmes. Donc, c'était une révolution à l'époque. Marie Curie, dont on parle en sciences, mais vous venez de le dire en histoire, et pas seulement en 4e. On va la retrouver au moment où on parle de la Première Guerre mondiale. Absolument. La Première Guerre mondiale éclate. Chaque pays développe ses recherches dans le domaine de l'armement et dans le domaine médical, donc ça va très vite, dans la métallurgie, les moteurs, la chimie ou encore la radiologie. Radiologie, Marie Curie. Et oui, elle va utiliser son invention du radium pour pouvoir pratiquer la radiologie directement sur le front, très très utile puisque les rayons X permettent très bien de localiser les balles et les éclats d'obus avant une opération. Donc ça aide énormément les chirurgiens et évidemment ça permet de sauver des vies. Révolution à l'époque puisque ces centres de radiologie ambulants allaient directement au front. Et là, je ne vais pas faire semblant d'être hyper cultivé. C'est écrit sur mon anti-sèche. On a appelé les machines, les ambulances avec lesquelles on trimballait tout ça, les petites curies. Exactement. Vous connaissiez ça, les petites curies? Non. Eh ben, ça s'appelait les petites curies. Ces ambulances. Ouais. C'est Marie Curie qui organisait tous les convois. C'était sa manière à elle de se mobiliser pour le conflit. Elle voulait vraiment défendre la France et c'était sa manière à elle de contribuer à cela. Et d'ailleurs, en 1916, elle a elle-même passé son permis parce qu'elle voulait aller au front et elle allait au front pour soigner les soldats. Et alors, chose qui m'a vraiment étonnée, la seule protection qu'elle avait pour faire ça, c'était un écran de métal et des gants en tissu. Ouais, ça fait pas beaucoup femmes très engagées, génie scientifique. Et donc, en sciences, on étudie naturellement ces travaux, pas seulement en histoire. Exactement. Cours sur la radioactivité, forcément, la modélisation des transformations nucléaires. Alors, franchement, j'ai essayé de vulgariser pour vous tous les cours de physique, de chimie, mais on est sur des histoires. Alors, d'isotopes, de noyaux qui peuvent se transformer en 3 processus radioactifs, alpha, bêta-, et bêta+. Évidemment, vous connaissez ça par cœur. Moi, j'ai décidé de m'arrêter là, de laisser ce travail aux scientifiques. Et aux profs. Voilà, exactement. Bon courage des enseignants. Emma, on se retrouve tout à l'heure pour la récré. On va respirer après les isotopes. On retrouve Claire Castillon pour l'instant. Elle est une des plumes les plus intenses de la littérature actuelle et les jeunes ont bien de la chance parce qu'elle écrit aussi pour eux et pas seulement pour les adultes. Claire Castillon est l'invitée de notre grand oral car un de ses romans a été sélectionné pour le prix des collégiens de Gallimard Jeunesse. Il s'agit de River, dans lequel on suit les presque 15 ans du personnage éponyme.
Vous avez décrit un petit peu River, elle est zarbi, je vous cite dans le livre. On reconnaît des troubles de comportement dans tout ce que vous décrivez, mais que vous ne nommez absolument jamais. On aurait pu dire c'est un livre sur l'autisme, c'est un livre sur la bipolarité. Ça. Vous faites le choix de poser des gestes, de poser des actes, une façon d'être au monde, sans stigmatiser. Toujours, parce que j'ai pas le diagnostic, je sais pas ce qu'elle est, je sais juste qu'elle existe sans doute. Comme ces personnes qui sont pas tout à fait à l'aise là où elles sont et qui savent pas s'adapter en fait. Et donc je sais pas, je me dis oui, sans doute qu'elle a un léger problème relationnel avec les gens. Et quand je vous dis dans 10 ans ça ira mieux, c'est parce que je croise parfois quand je vais dans les écoles des élèves comme ça un peu différents. Et quand ils viennent me parler et que ça va pas, parfois je leur dis mais en fait je pense que c'est une question d'années, ça va aller vite dès que l'école est finie. Et dès qu'on a trouvé sa voie et dès qu'on peut parler comme on veut ou être dans un monde, enfin trouver si possible un monde professionnel qui nous convient, on a le droit d'être soi, on est choisi pour ça en fait. Et on a le droit à l'étrangeté. Ouais, donc je pense c'est un peu votre parcours dont vous avez décrit souvent votre arrivée en fac, vos 18 ans, une timidité, y compris qui vous faisait beaucoup souffrir. La timidité, c'était une partenaire à l'école. J'étais timide, mais j'étais pas paralysée. Mais j'avais je pense, beaucoup besoin de solitude. En revanche, non, l'arrivée à la fac, le problème, c'était la foule et une vraie agoraphobie. Ouais. Et ça, c'est difficile à vivre parce que ça handicape vraiment, mais ça empêche pour le coup d'aller à l'école, donc c'est un problème. Il y a ce regard dans le roman sur River, on la voit grandir quelques semaines, mais on la voit grandir beaucoup pendant ces quelques semaines. Il y a aussi un regard sur les parents, et les parents bougent beaucoup dans le roman. On a l'image au tout début d'une mère peut-être un peu surprotectrice, mais en tout cas extrêmement engagée, d'un père un peu plus distant, et puis on se rend compte qu'en fait le père est là et bien là, que le surengagement de la maman n'est pas forcément toujours... a besoin d'un contrepoids. Ils vous ont beaucoup intéressé, non, les parents aussi, dans ce Oui, dans ils ce m'intéressent toujours, parce que j'ai toujours une empathie absolue pour la mère qui veut, qui fait, qui déplace des montagnes. Et puis en général, avec les personnages de père dans mes livres jeunesse, il y a toujours cette espèce de retrait, un peu comme si il y avait une espèce d'indolence, de décision de ne pas en être, pour qu'on se rende compte assez souvent qu'en fait, ils sont vraiment là, au cœur de l'essentiel, en fait, et qu'on le retrouve si on croit l'avoir perdu sur le plan de l'amour. En tout cas, il est là, en tout cas, c'est solide. Et j'aime bien décrire les parents quand je décris les enfants. Et quand il y a un enfant, en effet, qui va mal, c'est compliqué de raconter une histoire qui n'englobe pas toute la famille. Vous-même, vous êtes devenue mère à un moment donné. Est-ce que ça a changé votre façon d'écrire, notamment pour les jeunes ? Est-ce que vous voyez le rôle de vos personnages de mère différemment ? Je pense que oui, je le vois différemment peut-être dans mes livres pour les adultes. Pour le coup, je comprends mieux ce que c'est que la maternité, être mère, le rapport à l'enfant, etc. Et pour les enfants, ça m'inspire. Je pense que voir un enfant grandir, c'est très inspirant sur les histoires, les anecdotes, ce que ça nous rappelle de ce qu'on était enfant aussi. Il y a un trait récurrent de vos personnages qui soient victimes de harcèlement comme River, ou de, je ne l'ai pas cité, de pédophilie, ça c'est Les Longueurs, c'est le dernier ouvrage paru, c'était en janvier dernier je crois, dans la collection Scripto, toujours chez Gallimard Jeunesse. Il y a cette idée, il y a une notion de honte, de culpabilité, de j'ose pas dire, de peur de faire du mal à mon bourreau. Vous croyez que c'est quelque chose de... Mais oui, parce que dans Les Longueurs, le bourreau, c'est le meilleur ami de sa mère. Dans River, on a toujours peur. Mon Joe, en plus, vous lui donnez un espèce de surnom super sympa, quoi. Oui. Je pense que oui, c'est la peur de... Est-ce que c'est vraiment un bourreau ? Est-ce que la personne que j'aime peut être mon bourreau, finalement ? Donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Et du coup, est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai le droit de penser que ce qu'il fait est mal, en fait ? Est-ce que j'ai le droit de mettre en doute ce qu'il est en train de faire, sachant que c'est lui qui sait, puisque c'est l'adulte ? Il y a toujours cette espèce de précaution, en effet, chez ces personnages très sensibles. On va prendre une petite pause récré, ça vous va ? Oui. Super, on va retrouver Emma. La récré, on va dire des gros mots, vous allez voir, ça va être top.
Emma, bonjour. Bonjour. Vous nous avez concocté une petite récré consacrée à cette délicatesse de la langue française qu'adorent les enfants, le gros mot. Mais oui, et fléau ennemi juré numéro 1 des parents, tellement parfois, ça sort tout seul, surtout qu'il faut l'avouer, chez nous, les Français, les gros mots, c'est quand même un peu un sport national. Alors, non, vous voyez pas de quoi je parle? Ouais, bon. Alors, évidemment, ça se complique quand on a des enfants, hein, parce qu'il faut vraiment faire attention et qu'on le sait bien sur toute la phrase qu'on va dire. Il suffit d'un seul petit gros mot pour que les enfants se souviennent que de ça, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous interdisez à vos enfants d'en dire, ne croyez pas qu'ils n'en connaissent pas un paquet. Démonstration avec cette vidéo de Franck Dubosc. Oh, ça va être bien. Tous les soirs, je les appelle en FaceTime de ma loge, comme je suis pas souvent avec eux, hélas. Et tous les soirs, ils me disent « Mince pour ton spectacle, papa ». C'est vrai, hein, c'est leur maman qui ne veut pas qu'ils disent des gros mots. Alors ils me disent « Mince, c'est mignon ». Et pourquoi pas. Et il y a 2 mois, 2-3 mois, je sais plus, il y a le grand qui me dit « Ouais, papa, est-ce que je peux te dire le vrai mot ?» Ah, j'ai dit « Allez, vas-y, dis-le-moi une fois, c'est un gros mot, mais tu peux. » Bon, elle me dit « Merde pour ton spectacle, papa ». Et là, il y a le petit qui arrive de derrière, comme ça, qui me parle jamais. Hein. Et moi. Là, je me dis, bon, je dis oui à l'un, je peux pas dire non à l'autre, tu vois. Il a 5 ans quand même. Je dis, attention, c'est un gros mot, hein. Une seule fois, comme ton frère, hein. Allez, vas-y. Et là, je vous jure, messieurs, dames, il se gonfle. Il jubile, il me regarde et il me dit, connard! Oups. Bon, mais est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il faut d'ailleurs faire quelque chose pour que les enfants n'en disent pas de gros mots? Alors, malheureusement, on peut rien faire, Emmanuel, parce que dire des gros mots, c'est une phase qui est vraiment naturelle chez les enfants, selon les psys, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'ils imitent ce qu'ils entendent, forcément. Donc, si vous êtes parent et que vous dites des gros mots, il y a plus de chances que votre enfant en dise. Et puis surtout, il y a l'école, il en entendra forcément. Et ensuite, dire des gros mots, en fait, l'enfant comprend vite que c'est pas bien. Donc, le faire à l'école, c'est aussi une manière de s'intégrer et de paraître un peu cool. D'accord, mais on laisse complètement faire quand on est parent ou on essaie quand même de juguler? Quand ils sont petits, vous, parents, par exemple, essayez de trouver des alternatives ou de vous rattraper. On dit, par exemple, mercredi, ou on dit purée. Voilà, exactement. Ouais. Et si vous entendez des mots vraiment très grossiers, qu'ils ont sans doute entendus à l'école ou sur les réseaux sociaux, en général, ils ne savent même pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez en profiter pour leur expliquer et leur dire que ça peut être offensant pour quelqu'un d'entendre ça. Et puis, pour les ados... c'est l'âge. Voilà, c'est l'âge. Donc, soyez ferme s'il en dit un vraiment de très, très grossier. Et surtout, prenez votre mal en patience. Ça passera. Vous aviez écrit un roman, c'était à l'école des loisirs, c'était dans la collection 9, ça doit bien avoir 10 ans, si ça n'a pas 10, ça en a 15, dans ces qui s'appelait Cucu. Oui. Mais c'était une famille qui était un peu, si je me souviens bien, que l'enfant trouvait un peu Cucu. Voilà, une petite fille qui... C'était pas un gros mot en tant que tel. Mais non, pas vraiment, mais c'était elle trouvait c'était très tendre. qu'elle était devenue Cucu. Ouais, c'est ça. Et, mais c'était un roman qui m'a laissé un excellent souvenir, et elle devait organiser un dîner de classe, il y avait des émois amoureux, il y avait plein de choses dans ce texte. Claire Castillon, invitée du Grand Oral. Merci beaucoup, Emma. Merci à vous. La lecture, grande cause nationale, ça avait été annoncé il y a quelques mois, les 50 ans de Gallimard Jeunesse, c'est maintenant, et comme on est dans la patrie des prix littéraires et des tableaux d'honneur, cela valait bien un nouveau prix, il sera décerné par des collégiens à 2 romans, et parmi les nominés, River de Claire Castillon. Vous, votre rencontre à vous avec la littérature, ça s'est passé comment? Par les parents, les enfants, oui, remarquez, ça aurait pu être par d'autres enfants, mais les enseignants, comment ça s'est fait? Le fait de commencer à écrire ou de commencer Alors, à lire? les deux, lire déjà. Lire, ça s'est fait, je pense, avec ce que j'aimais le plus au monde, c'est-à-dire être assez quand même replié sur moi, sur un bout de moquette chaude à la maison et prendre des livres et lire et me dire je suis bien, c'est mercredi après-midi, j'ai pas école, je lis. Donc ça, j'avais vraiment le sentiment que j'étais dans une bulle. Et cette bulle-là, je l'ai retrouvée avec l'écriture à peu près de la même manière vers 12 ans. Au même moment? Un peu après, mais en voyant à quel point j'étais bien au moment où j'écrivais. C'était vraiment pas le résultat qui comptait, c'était... l'état que ça procure. Ouais, l'état que ça procure, et puis petit à petit de se dire, ah oui, en fait, je peux aller plus loin, je peux fabriquer des personnages, je peux inventer une histoire, je peux mettre de la force, je peux mettre des larmes, et de me dire, il y a vraiment un grand terreau, je vais pouvoir planter des trucs. Voilà, donc ça s'est fait. Donc c'est un peu la même chose, hein, c'est vraiment l'état de plaisir à être dans un univers que j'ai fabriqué et qui a priori n'existe pas.
Je pense que c'est ça qui... Mais il existe un peu, parce que tout à l'heure, vous parlez de River et vous dites, après tout, le diagnostic, je ne l'ai pas. Comme si vous ne pouviez pas décider du diagnostic, c'est votre personnage. Vous avez la liberté intégrale, mais elle a presque une vie en dehors de vous, finalement. Oui, je pense que c'est important, parce que moi, j'aime pas trop... enfermer totalement. Trop noir autour du personnage. J'ai besoin de me dire qu'il va bouger. C'est vrai qu'il résonne pour le lecteur aussi, par la même occasion. Vous, dans les livres qui vous marquent, je crois, en 6e, il y a Jane Eyre. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était ma première lecture un peu d'adulte. C'était pas une collection pour enfants, et je me disais ah oui, donc ça va parler d'amour, ça va parler d'amour interdit, ça va parler d'amour bizarre, ça va parler d'hommes un peu étranges, de manoirs sordides. C'est vers ça que je vais, et c'était mes premières découvertes en fait, je pense, de romans pour adultes, entre guillemets. Qu'est-ce qui distingue vos romans jeunesse de vos romans adultes ? Alors, je ne parle pas forcément, je le citais tout à l'heure, de Cucu, qui est à partir de 9 ans, donc là, on est vraiment chez les plus petits. Mais River, pourquoi ça ne pourrait pas être un roman adulte, par exemple ? Je sais pas. C'est ça, hein ? J'ai pas compris la différence. Je pense que peut-être que la différence, c'est que si j'écris un roman pour adultes, je suis une adulte et ça se ressent quand j'écris pour les ados, River ou Les Longueurs, j'ai vraiment l'âge du personnage. Vous mettez la narratrice à l'âge du personnage. Et c'est pas que je mets la narratrice à l'âge du personnage, c'est vraiment que quand j'écris, j'ai pas plus de 15 ans. Donc je sais pas, quand la petite dans Les Longueurs se fait violer par le meilleur ami de sa mère, elle a entre 8 et 15 ans. Ouais. C'est pas une grande personne. D'ailleurs, chaque chapitre commence par un... Enfin, elle se dit j'étais là, il s'est passé ça. Et voilà. Donc, je crois que c'est ça la différence. C'est-à-dire que si j'avais été l'adulte regardant l'enfant à qui ça arrive, ça n'aurait pas été écrit de la même Vous n'auriez pas écrit la même histoire. Oui. Ouais. Vous rencontrez, vous l'avez dit, beaucoup de jeunes lectrices, de jeunes lecteurs. Qu'est-ce qui vous surprend le plus quand vous les rencontrez ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qui, le cas échéant, vous dérange ? Moi, j'aime bien faire des rencontres comme ça dans les écoles. Après, il y a plutôt ce qui me touche. Ce qui me plaît, c'est ce qui me touche. Et je pense que ce qui me touche, c'est toujours la personne dans la classe qui va être la plus floue ou où je vais sentir tout de suite, ça se voit, les gens fendus en deux, on a envie de recoudre. Et parfois, on se dit, est-ce que ce petit rendez-vous leur a fait du bien ? Et on voit bien que souvent... c'est quand je disais, il y en a qui viennent voir à la fin, il y en a qui osent pas. Mais j'aime bien me dire, tiens, en tout cas, aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui leur a fait du bien, qui leur a fait plaisir. Ça, je le ressens quand c'est un thème qui les touche, en effet. Donc, River, vous aimez bien rencontrer vos propres personnages, finalement, en chair et en os, c'est ça, vous dire ils existent. Oui, j'aime bien, parce que ça peut m'inspirer. C'est pas complètement désintéressé non plus. Je pense que voir des jeunes, quand on écrit sur la jeunesse, ça promet vous met dans une position d'enquêtrice. Un peu. Je le disais, River, c'est pas un livre seulement sur le harcèlement, mais il est aussi question de harcèlement. Et si vous le voulez bien, Claire, on va accueillir Marie-Olivier pour son cours particulier. Elle va vous faire découvrir plein de dispositifs qui sont mis en œuvre actuellement pour lutter contre le harcèlement scolaire. Cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, on va faire un petit tour d'horizon d'initiatives en France contre le harcèlement scolaire. Oui, je voudrais vous présenter des initiatives artistiques de prévention ou de lutte contre le harcèlement scolaire. Et on commence le tour de France par la Bourgogne avec de la photo. Exactement. Est-ce que vous connaissez l'artiste JR ? JR, oui, les photos, les collages notamment, photographies. Exactement. C'est ça, il en fait un peu partout dans le monde. C'est ça. D'ailleurs, il a fait un projet récent en Ukraine avec la photo de Valeria, vous le voyez à l'écran, qui a fait le tour du monde, de villes du monde, et la couverture du Time Magazine aux États-Unis. JR a lancé dans le même état d'esprit le projet participatif Inside Out en 2011. Ouais, ça fait très longtemps. La devise, c'est aider les gens à défendre ce qui leur est cher, un portrait à la fois. Donc, il y a des projets partout dans le monde. 138 pays ont déjà participé. Plus de 2000 actions ont été menées et presque 500 000 portraits collés sur les murs des villes. Ils ont une méthode bien particulière, Inside Out, bien expliquée sur leur compte Instagram d'ailleurs. D'abord, identifier la cause du projet, ensuite photographier les visages, organiser la logistique et coller les œuvres. Et donc, comme tout le monde peut s'en emparer, des élèves s'en emparent. Exactement, c'est ce qu'ont fait les élèves, les professeurs et les membres du personnel du lycée Paria de Monceau-les-Mines fin mai. Face au harcèlement scolaire qui prend souvent la forme d'un cyberharcèlement anonyme, ils ont créé leur projet Inside Out sur les murs du lycée. C'est formidable. Ils avaient créé, pardon, je vous coupe, mais une classe prépa pour les bacs pro, pour aller dans les grandes écoles, c'est assez unique en France. On peut les saluer. Il y a une très belle équipe dans ce lycée. Et ils ont collé les portraits des élèves alors après ? Oui, c'est ça. Ils ont collé des portraits des élèves. En fait, pendant l'année scolaire, 551 portraits photos ont été réalisés, puis envoyés à l'équipe du projet Inside Out pour impression des affiches. Et fin mai, ils ont procédé au collage.
L'idée, c'est vraiment de fédérer les élèves, les enseignants, le personnel contre le harcèlement scolaire, puisqu'en mettant les visages de chacun sur les murs, on fait bloc contre le harceleur, on montre aux victimes qu'elles ne sont pas seules. Et l'idée, c'est aussi de faire du harcèlement un sujet dont on parle, qui n'est pas tabou et qui alimente les discussions. Ça, c'est vraiment une très très belle initiative. Vous vouliez aussi nous parler d'un atelier rap, cette fois, au collège du Paty, qui ne passe pas sous silence le harcèlement, loin s'en faut. C'est ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le collège du Paty de Blanquefort en Gironde organise un atelier rap depuis plusieurs années. Il est animé par un prof de maths, rappeur à 16 heures, et donc c'est une star évidemment de TikTok et surtout de ses élèves. Cette année, le thème était le harcèlement scolaire. Regardez un extrait du clip des enfants sorti il y a quelques jours. Et regarde là-bas. Et regarde, c'est l'autre minus. Avec ses fringues dégueulasses, tout droit sorti d'Emmaüs. J'ai emballé qui se cache. Vas-y, prends-lui son tel. On lui rendra après, peut-être. Je lui casse la gueule s'il se rebelle. Il dira rien, c'est une tapette. Ai-je minimisé ma mini-misère? Je me rappelle plus, est-ce que les vrais amis ça tape? 5 contre 1, je crois qu'ils en sont fiers. Mais m'échappe, ils me traquent, me fait insulter sur Snap. Peut-être devrais-je en parler à qui je sais pas trop. Le vase va-t-il déborder? Je veux pas être la goutte d'eau. Préfère-t-il ne pas y penser ou se libérer du fardeau? Est-ce qu'on peut vraiment l'aider avec de simples mots? Pour respecter la différence et briser l'indifférence. Parlons-en. Superbe, un vrai clip de rappeur. Complètement, ils sont bien aidés par leurs profs, mais ce sont vraiment les élèves qui ont écrit tous les textes. Et alors, il y a aussi une jeune rappeuse qui a écrit sur le harcèlement. Oui, Tessae, 20 ans, s'est fait connaître sur TikTok pendant le confinement grâce à son titre Bling. Bling parle du harcèlement scolaire et permet à la jeune artiste d'exprimer son mal-être, donc ce qu'elle a vécu en réponse à ses harceleurs. C'est une manière pour elle de sensibiliser les autres, mais aussi de se sentir mieux. Tessae a aussi d'ailleurs récemment sorti un livre, Frôler les murs, pour témoigner sur le harcèlement, la phobie scolaire et la santé mentale. Je crois qu'il y a un podcast bientôt. Oui, c'est ça, un podcast qui s'appelle Tomber les murs, en partenariat avec une pédopsychiatre qui permettra d'aborder ces sujets qui touchent de nombreux jeunes. Marie, merci beaucoup. Ça vous l'avez pas écrit contre le harcèlement, River, mais je crois que récemment, vous avez été conviée dans un collège pour parler du harcèlement. Oui, un collège qui m'a dit on a des problèmes, justement, venez. Donc j'étais démunie parce que, en effet, je me disais c'est bizarre, moi je peux parler de mon livre, mais je ne peux pas donner des solutions. Donc je trouve que les chansons, là, c'est assez bien de les écrire soi-même et de se rendre compte à quel point c'est absurde, en fait. Après, en effet, les enfants en parlent, les petits en parlent, mais je sais pas ce qui fait que ça continue autant. Vous écrivez des livres que vous auriez aimé lire quand vous étiez sur ce morceau de moquette au chaud, quand vous-même aviez 11-12 ans et que vous affrontiez la sortie de l'enfance, l'arrivée de l'adolescence. Oui, je crois que j'aimais bien. Sentiment d'étrangeté. Oui, et puis j'aimais bien les livres un peu durs, un peu noirs, un peu sombres. J'aimais bien les livres sur le réel aussi. Donc j'imagine que oui. Merci beaucoup, Claire Castillon. On souhaite... Alors, il n'y a pas que vous comme bon livre quand même, il faut le dire, dans cette sélection, parce que Bac à poste de Charlotte Herly ou Demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazopoulos ou La Reine sous neige de François Place, c'est bien aussi. Mais en tout cas, River, on a énormément aimé, qui fait partie de cette sélection du prix des collégiens de Gallimard Jeunesse. Alors, si vous êtes enseignante ou enseignant, toutes les classes de collège peuvent participer. Il suffit d'inscrire la classe ou même un simple groupe d'élèves, ou ça peut être le club de lecture, le CDI, ce qu'on veut, sur le site du Cercle Gallimard de l'enseignement. Il y a un formulaire d'inscription. Il y a 2 niveaux, 6e, 5e et 4e, 3e. Et vous avez jusqu'au 15 juillet pour faire ça. Et les 200 par niveau, les 200 premières classes inscrites seront acceptées. Donc ça fait 400 classes. Au total, les bouquins arriveront en septembre. Je suis sûr qu'on va en reparler. Merci aussi à Marie de Claire Castillon. Donc vous pouvez lire River. Vous pouvez aussi lire le dernier paru chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. Et c'est Les Longueurs. Et puis je crois à la rentrée, mais vous faites une petite infidélité à Gallimard Jeunesse. Vous lancez votre première série avec un chien, Zoreille. Zoreille du Bois-Joli. Zoreille du Bois-Joli. Tome 1 à retrouver en septembre. La quotidienne de School TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe. Au maquillage, Laure Audemont, pour la préparation de l'émission, Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine. Et puis en régie au son, Mickaël Fristo à la réalisation. Ulysse Touré, vous restez sur School TV. Marie, je ne sais plus si je vous ai dit merci, au revoir. Je vous dis merci. Vous m'avez dit merci. C'est vrai? Merci. Bon, bonne journée alors. Et vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.